Laura va vous présenter son ouvrage sur la société civile et le travail qu'elle a réalisé sur la Syrie pendant son séjour, qui a duré quand même quelques années. Mais pour la petite histoire, moi j'ai édité un livre il y a bientôt 10 ans, ou plutôt 9 ans, qui s'appelle « Les voix de la société civile syrienne avant la révolution ». Ça a été édité en 2011. Et Laura, elle était dedans. Elle a évoqué son sujet d'étude à l'époque, qui est devenu maintenant une thèse, qui est devenue après un livre. Et elle est devenue la spécialiste dans ce domaine de la société civile et surtout le travail des associations de charité et caritatives en Syrie. Elle va vous parler pendant 15 à 20 minutes de son travail et ensuite je vais la provoquer avec quelques questions. À toi la parole, Laura. Bonsoir. Je voulais remercier tout d'abord Salam de m'avoir invité à présenter mon ouvrage ce soir ici avec vous et au CAREP, donc de m'accueillir. Donc c'est un ouvrage qui est tiré de ma thèse que j'ai soutenue en 2013 à l'EHESS et dans lequel j'analyse la redéfinition du rôle de l'État syrien et les ingénieries politiques du régime de Bachar al-Assad au prisme de la société civile et plus particulièrement de ces associations de bienfaisance, de charité, Jamiyat Khairiyeh. Pourquoi cet objet d'étude? Parce que lorsque j'ai commencé ma thèse en 2007, la société civile semblait être de grande actualité dans les pays. La presse officielle est semi-indépendante, les pouvoirs publics, les responsables des organisations syriennes, les milieux intellectuels et même internationaux débattaient des nouvelles orientations de l'État et de leur impact sur les secteurs privés et associatifs. Les structures de bienfaisance fleurissaient alors de manière très significative. Elles représentaient à peu près 70% du tissu associatif autorisé par l'État syrien, par les ministères des Affaires sociales et du Travail. Et en même temps, les discours et les pratiques des autorités de ces ministères des Affaires sociales et du Travail s'est métamorphosées aussi. Ces nouvelles politiques à l'égard du secteur associatif venaient rompre avec plusieurs décennies de mises au pas et des répressions systématiques des initiatives de la société civile. L'heure était venue, dans la rhétorique officielle du pouvoir, pour les partenariats des secteurs publics, privés et associatifs, al-Musharaka, et la responsabilité individuelle était invoquée à tout propos. Donc c'est à partir de ces constats que l'analyse des associations de bienfaisance m'est parue pertinente, non pas exclusivement comme un objet d'étude en soi, pour comprendre comment les sociétés s'organisent en contexte autoritaire pour mener une action collective, mais ceci en tant que porte d'entrée pour comprendre la redéfinition de la gouvernance et le redéploiement de l'État sous la présidence de Bachar al-Assad. Donc, on n'a pas le temps vraiment de revenir dans les détails sur les contenus de l'ouvrage, qui est une thèse, donc qui est assez long. Mais j'aimerais surtout souligner ici les principales hypothèses que je développe. Donc, cet ouvrage cherche à montrer comment un régime qui, en 2000, lorsque Bachar al-Assad hérite le pouvoir de son père, était économiquement et politiquement à bout des souffles, est parvenu à se reproduire pendant une longue décennie, moyennant ce que j'appelle une nouvelle ingénierie politique, risquée, exclusive et inclusive à la fois, qui a consisté à se retirer de nombreux domaines qu'il contrôlait auparavant d'une main ferme, notamment dans les domaines sociaux où les associations caritatives ont pris les relais, pour se redéployer dans d'autres domaines qu'il a jugés vitaux. L'ouverture partielle et contrôlée du champ associatif, d'une part, et le renforcement du rôle des acteurs caritatifs, d'autre part, n'ont donc
pas marqué, comme on le sait tous, la fin de l'autoritarisme. Ces logiques ont plutôt été l'expression d'une nouvelle version de l'autoritarisme qui a été baptisée par les chercheurs comme post-populiste, néolibérale ou encore participative. L'essor du travail associatif et de ces structures de bienfaisance que je décris dans les livres est donc en partie le résultat d'une révision par Léo des politiques du ministère des Affaires sociales et du Travail à l'égard de la société civile, motivée principalement par l'étarissement des ressources de l'État et par la volonté de libéraliser l'économie. Durant cette décennie, la Syrie est ainsi passée d'un modèle étatique très centralisé où l'État s'est concevé et s'est présenté quasiment comme l'acteur unique, bien que cela n'ait jamais été le cas dans les faits, à un modèle d'action publique où les acteurs privés et la société civile ont été appelés à jouer un rôle majeur dans l'effort développementaliste et dans l'approvisionnement en services sociaux. Ces processus culmine en 2005 lors du 10e congrès régional du parti Baas avec l'adoption de l'économie sociale des marchés, qui est inspiré du modèle chinois dans lequel la libéralisation économique ne s'accompagne pas d'une libéralisation politique. Donc, dans ces contextes, la prise en charge par des associations de bienfaisance des fonctions autrefois dévolues à la puissance publique. Je me réfère à la gestion de la pauvreté, à l'approvisionnement en soins médicaux à la population, à la prise en charge des personnes, des orphelins, des personnes âgées, etc. Et bel et bien organisé par l'État lui-même. Il promeut les travails de ces structures, leur accorde des privilèges, par exemple leur octroi des terrains à des très bas prix, et favorise la signature des accords d'association, alors par lesquels la gestion et le financement de certaines institutions publiques leur sont transférés. Par exemple, des orphelinats, des maisons, des institutions pour les personnes âgées, etc. L'ensemble de ces actions est sous-tendu par une logique de décharge. C'est une notion que je reprends de la chercheuse Béatrice Ibou, qui a beaucoup travaillé sur la Tunisie, le Maroc et d'autres pays africains. Donc une logique de décharge dont l'impact est bien sûr difficile à mesurer aussi parce qu'on n'a pas vraiment des données très fiables, mais il peut être quand même appréhendé à partir du nombre croissant des bénéficiaires de ces associations et du volume croissant accru de leurs services, de leurs recettes et de leurs dépenses. Et j'ai eu quand même pas mal de documents qui montraient que c'était vraiment une croissance exponentielle. Pourtant, la stratégie utilisée par l'État syrien pour administrer la question associative et en particulier caritative n'est pas univoque. Elle demeure ambiguë et fluctue en fonction de l'évolution des contextes régionaux et nationaux. Comme Tina Zintl et moi-même l'analysons dans un petit livre qui a été publié en 2012 et comme le montre cet ouvrage collectif que Salam a dirigé, dont il vous a parlé, comme ces deux travaux montrent, l'État continue de contrôler, de contraindre, de réprimer les acteurs sociaux tout autant qu'il les encourage. Donc c'est toujours les deux logiques ensemble, sachant que les acteurs qui sont appelés à participer, bien sûr, ne sont pas ceux qui travaillent dans les domaines des droits de l'homme, etc. C'est notamment les acteurs qui travaillent dans les domaines sociaux où l'État a besoin d'eux, mais où les régimes pensent qu'ils ne se risquent pas trop en leur laissant une marge de manœuvre. Donc, on n'est vraiment pas face à une ouverture, on est face à une ouverture de l'arène politique. On n'est pas face à une ouverture de l'arène politique, on est plutôt face à l'octroi d'une plus grande marge de manœuvre à une société civile, à une certaine société civile, mais qui est accompagnée d'un renforcement du rôle de l'État dans le sens de la régulation, du contrôle, qui est désormais moins tatillon et étouffant, mais qui est tout aussi efficace,
et aussi dans le sens de la disciplinarisation des nouveaux dispositifs et espaces participatifs. Et cette disciplinarisation est faite, entre autres, par les Syria Trust for Development, cette ONG de la Première Dame, qui essaye de mettre en réseau certaines associations, qui essaye de montrer un peu quelles sont les lignes à suivre, dans quel domaine il faut participer, quels sont les discours qu'il faut utiliser, etc. Donc, les régimes sous la présidence de Bachar Assad opèrent un déplacement ou une reformulation de l'autoritarisme. Dans cette nouvelle configuration, la domination sur les citoyens et les acteurs sociaux est exercée non seulement par des pratiques coercitives et physiques ou institutionnelles explicites, comme c'était le cas à l'époque des Hafez, mais aussi par des transactions multiples et par des modalités plus subtiles et diffuses, des dominations, des persuasions qui s'appuient sur des logiques d'inclusion et d'accommodement, c'est-à-dire par la cooptation de certains acteurs, par la mise en dépendance d'autres ou par le lancement d'initiatives conjointes où les associations en fait deviennent des partenaires compliants qui essayent de jouer un peu les jeux. Et en parlant des cooptations, je me rappelle qu'on s'était rencontrés au moment de la grande conférence sur la société civile organisée par les Syria Trust, et on avait discuté de celui qui était le président à l'époque, les présidents du Syria Trust, qui était très respecté de certains opposants, et en même temps qui avait accepté de jouer ce rôle à la tête de cette ONG dirigée par la Première Dame. Or, comme le déclenchement du processus révolutionnaire en mars 2011 l'a montré, les gains obtenus à court terme à travers ces nouvelles modalités de gouvernement ont entraîné aussi des coûts cumulatifs à plus long terme, on l'a vu. En outre, elles n'ont apporté ni cohésion sociale ni développement. Lorsque je parle de gains, je me réfère à la capacité à noyer les initiatives du Printemps de Damas à partir de l'année 2001, à coopter de nouveaux acteurs, outre ceux issus des milieux commerçants et entrepreneuriaux, aussi à séduire les bailleurs de fonds et les organismes internationaux, qui est sensible à cette rhétorique d'ouverture et de modernisation. Je me rappelle que j'ai rencontré par exemple des gens de la Commission européenne qui croyaient vraiment à cette First Lady qui était très moderne et qui voulait vraiment faire changer les choses, face à Dial El-Hajj Aref, qui était elle à la tête du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui elle était plus dans les côtés immobilistes. Donc c'était aussi un peu cet esprit qui régnait à l'époque dans ces milieux internationaux, où je parle tout simplement aussi de la capacité du régime à se maintenir au pouvoir et de Bachar, alors que certains observateurs avaient considéré au début, en 2000, comme quelque chose de difficile parce que voilà, il était jeune, il était inexpérimenté, etc. A contrario, lorsque je parle des coûts cumulatifs à moyen et long terme, je pense aux effets négatifs de la redéfinition de l'action publique qui ont fini par affaiblir les bases de la loyauté envers le régime. Des effets comme la cristallisation d'une société et d'une croissance économique à deux vitesses, qui aboutissent à l'appauvrissement d'une partie de la population et à une augmentation des écarts entre les différentes couches sociales, comme la recrudescence et surtout la visibilisation du phénomène des corruptions et des pratiques prédatrices de certaines figures proches du pouvoir. Et Rami Makhlouf, vous les connaissez tous, est grand bienfaiteur via son association Al-Bustan Al-Khairiyeh, est la figure la plus emblématique et la plus contestée. Ou encore des effets comme les déclins grandissants du système de protection sociale organisé par l'État, qui est mise en évidence par les processus de décharge sur le secteur privé et sur les associations de bienfaisance, et qui est relayée aussi par les campagnes dans la presse officielle, où
moi, je me rappelle, j'ai regardé la presse syrienne tous les jours à cette époque-là, et j'ai collecté les articles qui parlaient des associations de bienfaisance, et on les présentait toujours comme vraiment la solution, comme face à des hôpitaux, il faut attendre des mois et des mois, tu vas à une association caritative et tout se débloque, et c'est formidable, etc. Et il justifie ces rôles accrus des associations de bienfaisance par la crise à partir de 2008, et parce que l'État ne peut plus continuer à fournir les services qu'il fournissait autrefois. Donc c'est justifié aussi par les organes de presse du pouvoir. Donc dans ces contextes au bilan mitigé, les mécontentements et les polémiques surgissent à la fin de la décennie au sein même du gouvernement et du parti Ba'ath, entre partisans et détracteurs des nouvelles politiques économiques. En 2009, il y a 2 rapports particulièrement critiques vis-à-vis du processus de libéralisation qui sont publiés, l'un d'eux par le State Planning Commission, donc 2 rapports qui illustrent les manques de consensus sur les nouvelles orientations de l'État. Et Abdullah Dardari, qui était alors les vice-ministres des Affaires économiques, il était accusé, je cite, d'abandonner les pauvres et de faire des maigres progrès dans la revalorisation de l'économie syrienne. L'un de ces rapports était publié donc par le State Planning Commission, qui était dirigé par Taïser Radawi, je pense, et je me rappelle qu'il a été très vite congédié par un décret présidentiel. Donc, de mon point de vue, ces éléments, à savoir l'augmentation des inégalités sociales, la plus grande visibilité de la corruption et les divisions au sein du parti Ba'ath, ajoutées à l'ensemble des logiques et des transformations que j'analyse dans mon livre, donc la libéralisation partielle de l'économie, l'adoption de cette politique de décharge et l'expansion du secteur caritatif, témoignent du sacrifice du vieux contrat social à caractère populiste et inclusif qui régulait jusqu'alors les relations État-société et qui reposait sur l'apport des services sociaux et le développement en échange d'un renoncement à la participation politique. Tandis qu'au début du baathisme, l'accent était mis sur le développement des zones rurales, sur les paysans et les travailleurs, et sur les institutions du secteur public. Sous la présidence de Bachar al-Assad, le régime cherche à contrario à forger un nouveau contrat social et les politiques aussi bien que la rhétorique changent. Et cette recherche d'un nouveau contrat social est écrite noir sur blanc dans le 10e plan quinquennal. Le régime s'intéresse désormais aux principales villes, Damas et Alep, au secteur privé, au secteur associatif, al-Mujtama al-Ahli, cette expression qu'on utilise pour ne pas utiliser Mujtama al-Madani. Et ces nouveaux centres d'intérêt heurtent en même temps les intérêts des caciques baathistes et de leurs relais sociaux, principalement au milieu rural. Et au fur et à mesure que l'État syrien adopte, que l'État syrien se désengage de ses rôles protecteurs, qu'il abandonne sa base sociale historique au profit des élites économiques des grandes villes, et que la pauvreté ainsi que le secteur informel et le chômage augmentent, de plus en plus de Syriens se détournent de ces promesses développementalistes et modernisatrices du régime. L'État syrien, qui était autrefois imposant, adopte progressivement les formes d'une grande machine obsolète qui ne fonctionne plus, qui est incapable d'assumer toutes ses responsabilités vis-à-vis de la société et qui est pourtant toujours aussi répressive et opprimante. Donc, le contrat social autoritaire est brisé, l'État ne protège plus, n'unifie plus, alors que le manque de participation politique et l'absence de l'état des droits sont toujours bien pressants. Donc ces transformations que j'expose dans mon livre, au prisme de l'associationnisme caritatif, conduisent à une accumulation de frustrations et à la décrédibilisation du régime, et in fine, elles semblent préparer un terreau propice à la révolte que je pense aucun Syrien n'avait vraiment imaginé, bien que espéré, oui, mais pas imaginé, et qu'aucun chercheur non plus avait jamais conçu. Donc l'exemple syrien met en évidence combien les équilibres autoritaires peuvent être fragiles
et combien ils peuvent reposer sur des paris risqués dont les effets sont multiples, mais aussi contradictoires et incontrôlables. Il nous rappelle également combien les jeux d'inclusion et d'exclusion des différents acteurs sociaux peuvent s'avérer déterminants pour l'avenir des régimes autoritaires et combien l'aménagement de leur base sociale demeure important. Aussi, cette étude des associations de bienfaisance syriennes permet d'ouvrir un peu la boîte noire de la société civile et de tester comment elle agit concrètement dans les contextes autoritaires où l'action collective est hautement risquée. Et donc, loin des discours qui soit niaient l'existence de la société civile en Syrie, soit la réduisait aux quelques initiatives promues par la Première Dame, soit affirmait qu'elle était entièrement inféodée et contrôlée par les régimes. Mon étude dévoile, je l'espère, la présence d'une multitude d'acteurs et des projets au parcours et aux agendas divers qui jouissent d'une autonomie relative par rapport au pouvoir et qui ne peuvent que témoigner de son dynamisme. L'apathie sociale et politique qui a souvent été soulignée dans les sociétés arabes avant 2011 n'est donc que relative, même en Syrie. Donc il faut nuancer les analyses qui ne conçoivent les sociétés civiles de la région que comme un instrument du contrôle des États autoritaires, parce que même lorsque la domination est incontestable, l'ordre est toujours négocié. Les associations que j'ai étudiées ont en effet su s'adapter au fil du temps et ont appris à s'organiser de manière à contourner partiellement les restrictions imposées par les régimes, à jouer un peu avec les incertitudes, les ambiguïtés. Leur action au croisement de l'autonomisation par rapport au pouvoir et de la domestication exercée à leur encontre leur a assuré une certaine légitimité, à condition, cependant, de ne pas franchir la ligne rouge qui constitue la dissidence. Leur docilité et leur soumission apparente ne sont pourtant pas toujours synonymes d'une adhésion sincère à l'idéologie du régime. Les résistances empruntaient à l'époque les chemins des pratiques et d'actions et des choix plus silencieux et difficilement perceptibles par l'observateur extérieur. Et pour finir, je dirais que le processus révolutionnaire n'a fait que confirmer ces constats, comme l'illustre la trajectoire du réseau de la Jama'a Zaïd, qui était à l'origine de l'association Hafz al-Ni'ama, qui était l'association la plus puissante de Damas, fondée par les frères Rifa'i, donc avant 2011, et qui a rapidement soutenu les manifestants, et qui ensuite s'est exilée en Turquie où elle travaille aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Laura. Je commence par une question assez provocatrice qui m'est parvenue de la part d'un chercheur qui ne pouvait pas venir, mais il m'a envoyé un mail. Il me dit que le titre l'a interpellé parce que d'après ce qu'il connaît de la Syrie, parce qu'il n'a pas étudié la Syrie, le régime d'Assad a signé un contrat avec le diable, certes, mais de quel contrat social parle-t-on? Alors, effectivement, quand on étudie l'histoire de la Syrie, on peut dire que le contrat social qui devait paraître après l'indépendance n'a pas abouti. Il n'a pas été concrétisé. Même les pouvoirs politiques qui ont suivi l'indépendance ont échoué dans l'installation d'un vrai contrat social. Si on prend la définition de Rousseau sur le contrat social, la souveraineté du peuple, etc., etc. Est-ce qu'on peut parler d'un contrat social quelconque en Syrie avec la connaissance de la nature du régime des Assad? Des Assad sans liaison. Bon, tout d'abord, les titres n'est pas les titres que j'aurais souhaité. Donc, c'est toujours les négociations avec les éditeurs qui finalement transforment nos titres. Moi, je ne voulais pas mettre
ça au centre parce que justement, en fait, c'est une ligne qui sous-tend tout mon livre, mais ce n'est pas vraiment l'objet. Le contrat social n'est pas l'objet de mon travail. Ceci dit, donc c'est quand même quelque chose qui est très pressant. Et je pense qu'à l'indépendance de la Syrie, il y a eu justement des tentatives de construire un État social, les années 50, avant l'arrivée du Baath, qui ont toujours échoué et qui ont toujours découlé sur justement une instabilité politique, des coups d'État successifs, etc. Avec l'arrivée du Baath au pouvoir, et d'ailleurs, petite parenthèse, l'idée du contrat social ne s'utilise pas juste pour parler de la Syrie, hein, c'est une notion qui a été utilisée pour parler de tous les régimes arabes post-indépendance, post-coloniaux, l'Égypte, la Tunisie, etc. Donc c'est une notion que je reprends d'analyse d'autres chercheurs. Mais donc, quand les Baath arrivent au pouvoir, je pense qu'il y a une forme d'entente et qu'il ne faut pas nier que pendant une certaine période, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a un système d'éducation qui est créé, il y a un système de santé qui est construit, il y a des barrages qui sont construits, il y a des terres agricoles qui deviennent publiques, qui sont expropriées, etc. Donc, je pense qu'à une certaine époque, avant les années 80, il y a eu plus ou moins une sorte de contrat social imparfait, bien sûr, avec toujours du mécontentement qui s'est exprimé déjà dans les années 80, qui ensuite a été tué par la répression, par la peur, et qui, dans les années 2000, a été définitivement balayé avec plus de force, et avec cette idée de créer un nouveau contrat social. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est écrit sur les 10e plan quinquennal. Hein. C'est vraiment la formulation qui est utilisée. Donc c'est une nouvelle vision que les régimes essayent d'imposer, un nouveau contrat social qui clairement a échoué. Et si je me rappelle bien, quand on a travaillé sur ce livre, au début des années 2000, ou fin, oui, c'était 2009. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as évoqué beaucoup le rôle de la religion dans tout ce qui est caritatif en Syrie. On sait très bien qu'à une période, le régime il a donné un peu de liberté à l'église et à la mosquée pour créer leur propre association caritative en vue de les contrôler plus ou moins, ne pas avoir une étendue qui dépasse le niveau de l'église. Et je voulais savoir, en plus, est-ce vrai que ce qu'on disait qu'il interdisait aux associations caritatives de charité chrétienne de travailler dans les milieux musulmans et vice-versa? Est-ce qu'il y avait cette séparation entre les religions, même au niveau caritatif? Quand tu veux dire dans les milieux musulmans, tu veux dire avec des publics musulmans? Avec des publics musulmans. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, il faut souligner que les associations chrétiennes qui étaient assez nombreuses par rapport au pourcentage de la population chrétienne en Syrie. Donc ces associations chrétiennes avaient une plus grande marge de manœuvre que les associations musulmanes. Beaucoup de ces associations n'étaient pas enregistrées, n'étaient pas autorisées, mais pouvaient quand même travailler sous les patronages des églises. Contrairement aux associations musulmanes qui, elles, devaient être indépendantes des mosquées, en théorie, même si parfois leur fondation était liée aux mosquées, etc. Donc, déjà, c'est liens avec les institutions religieuses. Ensuite, les associations chrétiennes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est les associations pour les personnes handicapées, parce que c'était un domaine qui était très investi par les associations chrétiennes. Et là-bas, il y avait pas mal de bénéficiaires musulmans que j'ai rencontrés. Il y avait même quelques travailleurs qui étaient musulmans.
Donc majoritairement chrétiens, mais aussi des musulmans. Comme Al-Ikha, par exemple. Usrat al-Ikha, par exemple, mais aussi Beit al-Salam, Al-Safine, toutes ces petites associations qui étaient à la vieille ville de Damas, mais aussi à Homs, la communauté Al-Ard du père Franz van der Lugt, qui a été assassiné, c'était quand, en 2013, à Alep aussi. Donc, il n'y avait pas cette division. Par contre, je dirais que les chrétiens, eux, n'allaient pas, de par eux-mêmes, se diriger vers les associations pensées, conçues comme musulmanes. D'une part parce que peut-être ils pensaient qu'ils allaient être exclus, et d'autre part parce qu'ils s'appuyaient surtout sur leurs propres ressources communautaires. Il y avait des associations pour les Arméniens, il y avait des associations pour les Circassiens, il y avait des associations de la communauté des Maaloula. Donc c'était plus, je pense, de l'auto-contrôle qu'une vraie séparation qui venait du ministère ou autre. Nous nous sommes retrouvés à la conférence qui a eu lieu en novembre 2010, le Syrian Trust of Development à Damas, pour laquelle j'ai payé $100, je n'oublierai jamais, pour assister. Je ne sais pas toi si tu as payé quelque chose. Oui, j'ai payé. Ouais. Voilà. Même pour assister à une conférence sur la vie associative en Syrie, il fallait payer pour les Syriens. C'était très intéressant parce que c'était la première fois où on a décidé que le mot ahli n'est plus à la mode. Ahli, c'est ce qu'on appelait le mujtama al-ahli, la société communautaire ou domestique, oui. Et c'est la femme du président, que j'appelle pas la première dame, elle a décidé ce jour-là, le matin, avec son discours inaugural, de parler de Mujtama Madani, la société civile. Le mot Mujtama Madani est associé dans la tête du pouvoir à tout ce qui est opposition. Depuis les comités le printemps de Damas. Et chaque fois, moi, je me suis amusé pendant toute la journée à corriger tout le monde qui prononçait le mot Ahli, en disant, ça y est, ce matin, vous avez eu l'autorisation d'utiliser le mot Madani. Alors, ils se regardaient entre eux pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Ils se demandaient pour ne pas commettre une grave erreur. Cette société civile, contrôlée par l'État, elle a eu le soutien, comme tu l'as mentionné, de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui ont cru parfaitement, tout en sachant au fond d'eux que c'est n'importe quoi, mais ils voulaient se débarrasser de la responsabilité de dire qu'il n'y a pas de société civile en Syrie. Ils ont dit, il y a une société civile que moi j'ai appelée dans ce livre-ci First Lady Non-Governmental Organization, FLANGO. Et ils se sont contentés de soutenir cette société civile, tout en faisant des rapports à Bruxelles comme quoi on travaille avec la société civile syrienne, c'est-à-dire avec la femme de Bachar al-Assad. Est-ce que tu penses parce que tu as évoqué la question de la reproduction, que Assad il a profité, ou le régime il a profité de la vie associative pour après une crise économique, pour se reproduire. Est-ce que tu crois que maintenant, avec tout ce qui se passe en Syrie, tout ce qui vient de se dérouler pendant les années précédentes, avec la crise aiguë que la Syrie traverse actuellement, il va réussir par le même biais, renforcer une fausse société civile, avoir des fonds européens et internationaux plutôt, pas seulement européens, pour se reproduire? Avant de te répondre à ça, je dirais que pas que. Bien sûr, ils se sont beaucoup appuyés sur toutes les organisations liées à la Première Dame, qui n'étaient pas que les Trusts, il y en avait pas mal d'autres. Mais aussi, ils ont travaillé avec d'autres associations qui étaient choisies par les ministères des Affaires sociales et du Travail. Mais c'était quand même un peu plus large que ce petit éventail d'associations
des asthma. Je me rappelle que j'avais parlé en 2010 avec un jeune qui dirigeait une association à Berzé et qui me disait qu'il s'était retrouvé dans une liste, dans une formation proposée par la commission, alors que lui-même, il ne s'était pas proposé. C'était le ministère qui l'avait mis. Donc, il y avait toujours un peu ces petits cercles d'associations qui étaient considérées comme proches ou comme en tout cas pas dangereuses, qui jouaient les jeux, qui participaient de ces formations, de ces fonds, etc. Pour ta question, est-ce qu'il va réussir à se reproduire par les mêmes biais? Malheureusement, je n'ai pas assez d'informations sur ce qui se passe au niveau associatif en Syrie, à l'intérieur de la Syrie aujourd'hui, du côté du régime. Je sais qu'il y a des nouvelles associations, beaucoup de nouvelles associations qui ont été créées depuis 2011, qu'elles commencent à être autorisées depuis 1 an, 2 ans, depuis que les Russes sont intervenus. Je pense qu'il y a eu un processus de normalisation, de légalisation, etc. Je sais par exemple que les Russes financent pas mal d'associations chrétiennes, par exemple. Je sais que les OTSA, donc l'Agence des Nations Unies, comptait réouvrir ses bureaux à Damas, ce qui implique passer à nouveau par les canaux du régime, etc. etc. Donc, bon, je pense que ça sera un moyen parmi d'autres, hein, parmi tous les soutiens qu'il reçoit, économiques et militaires, etc. Mais je pense qu'on va assister à un nouvel essor d'une certaine société civile, si on peut l'appeler comme ça, en vie associative syrienne, que malheureusement, très peu de gens peuvent observer, quoi. Après, est-ce que toutes ces associations et tous ces acteurs sont vraiment, croient vraiment au régime et défendent vraiment les régimes? J'ai parlé avec quelques chercheurs syriens qui m'ont dit que ce n'est pas du tout le cas. Qu'il y en a qui soutiennent ouvertement, financent l'effort de guerre, etc., comme Al-Bustan al-Khayri et d'autres. Mais il y en a d'autres associations qui existaient auparavant et qui ont continué de travailler, qui ont essayé de ne pas ni soutenir les régimes clairement, ni soutenir l'opposition clairement. Je pense par exemple à l'association Al-Bir ou Al-Khidmat al-Ijtimaïya à Homs, qui a continué de travailler, et que je ne dirais pas que ce sont vraiment des puppets du régime. Même si, bien sûr, les marges de manœuvre sont absolument limitées. Hein. Bien sûr, et il faut aussi souligner que même le Syrian Trust for Development, il a fait à un moment donné du bon travail. Il y a quelques secteurs au sein de ce trust qui a réalisé des projets. Et comme tu l'as mentionné, présidé par quelqu'un de compétent, il a essayé dans les limites qu'on connaît tous, et les associations caritatives, notamment loin du centre, loin de Damas, arrivent à faire des petites choses à Alep, dans la situation actuelle à Alep. Sans les associations caritatives, la situation sera vraiment très catastrophique. Avant de donner la parole à la salle, j'avais une dernière question concernant la nouvelle loi qui a été promulguée avant la Révolution, mais aussi qui a été retravaillée plus tard, qui contrôle le travail de la vie associative en Syrie. Elle n'a jamais été approuvée avant 2011. Jamais. Elle a été travaillée par la ministre. Travaillée, mais jamais approuvée. Approuvée, oui. Et le président du Trust, il a voulu la promulguer. Il n'a pas réussi parce qu'il y avait la résistance de la fameuse Diala Haj Aref, qui n'est plus ministre actuellement. Est-ce que la loi existante en Syrie permet une marge de manœuvre pour des associations de la société civile en général, pas seulement caritatives? La loi en vigueur.
Bon, là, on est en temps de guerre, donc on va dire que rien ne répond aux lois écrites, on répond à d'autres logiques. En conjoncture un peu plus routinière, je dirais que cette loi permet à certains acteurs de travailler, mais ces acteurs, ils sont toujours susceptibles d'être arrêtés, emprisonnés, interrompus dans leurs activités parce que les ministères des Affaires sociales et du Travail s'octroient tous les droits, dénommer des membres des conseils d'administration, de suspendre les activités, d'interdire des nouvelles activités, de dissoudre les conseils d'administration. Donc, les droits du ministère des Affaires sociales et du Travail sont immenses. Après, ce n'était pas toujours appliqué. Donc, il y avait quand même une certaine vie qui prenait forme, mais qui était très, bien sûr, on le sait tous, très, très limitée, très limitée dans tous les aspects, en fait, et y compris des domaines dans lesquels ils pouvaient s'investir et des nouvelles choses qu'ils pouvaient faire. Et si on les compare à d'autres pays comme le Liban, la Tunisie, l'Égypte. En Syrie, on parlait des 1500 associations autorisées par les ministères avant 2011. Donc, bon, moi, je parle d'un renouveau parce qu'avant, il y avait 300, 400, 500 associations. Mais ça restait ridicule, entre guillemets, par rapport à d'autres pays où il y avait une vraie vie associative plus forte et variée. C'est une question très difficile à laquelle Salam il a travaillé sur cette question, donc je pense qu'il pourrait mieux vous répondre. J'ajouterais les RONGOs aussi, Royal Non-Governmental Organization. Bon, il y a toute une terminologie, comme on les voit. Votre question comprend plusieurs questions. Est-ce qu'elle faisait un travail sérieux? Oui, je pense que dans certains domaines, comme celui de la culture, dont je pense que tu parlais entre autres de ça, il faisait un travail sérieux. Après, politique, oui, bien sûr, complètement politique, dans tous les aspects, c'est-à-dire les personnes qui dirigeaient, les domaines dans lesquels ils travaillaient, les discours qu'elles véhiculaient, etc. Donc, politique et en même temps efficace. Efficace pour qui aussi? Est-ce que c'est efficace, notamment dans cette volonté de blanchir un peu, moderniser l'image du régime? Efficace pour la population, je ne pense même pas que ces associations, les trusts en tout cas, prétendaient être efficaces pour la population. Après, il y avait d'autres associations qui étaient promues, soutenues par Asma al-Assad, qui travaillaient par exemple avec les enfants malades des cancers. Là, oui, efficace. Ils aidaient quelques enfants je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils finançaient les dépenses médicales, oui, etc. Ils soutenaient les familles, les parents pour soigner leurs enfants. Il y avait des cas positifs, mais quand on regarde l'ensemble de l'image, bien entendu, c'est pour présenter une image quelconque du régime. Et pas que, parce qu'elle fonctionnait aussi, je l'analyse un peu dans les livres, comme incubateur. Donc les trusts prétendaient après un peu inculquer ou donner un peu l'exemple qui devait être suivi par d'autres associations et qui vraiment travaillaient aussi dans la mise en réseau des acteurs proches du régime, donc, un peu comme un poulpe qui essaye de marginaliser certains et de coopter d'autres figures. Vous parlez des Jamaïat Khairiyya? Oui, l'association de société Ahliya. En fait, ce que j'essaie de montrer dans les livres, c'est que même si ce sont des associations qui sont promues par les régimes, elles ne sont pas créées par les régimes. Ce sont des associations
une partie de ces associations existent depuis longtemps, depuis les années 50, 60, etc. Une autre partie sont créées au niveau du quartier et elles émanent vraiment de la société avec des projets divers dans les domaines médicaux, dans les domaines de la prise en charge des personnes handicapées, des orphelins, des femmes, des traitements de la pauvreté, etc. Donc non, elles ne sont pas créées par les régimes. Elles sont favorisées par les régimes. Et les régimes créent un champ propice à partir des années 2000 pour que des initiatives qui se faisaient auparavant de manière souterraine ou de manière informelle puissent travailler dans un cadre un peu plus légal. Et dans les cadres que j'ai décrits, très limités, etc. Après, sur les financements, c'est des associations qui reçoivent très peu d'argent de l'État. Je me rappelle que celle qui recevait le plus d'argent, c'était 20 000 livres à l'époque. Donc, c'était vraiment ridicule par rapport à l'ensemble de leurs dépenses. Et la plupart reposaient sur des tabarrouat, des donations. Et après, il y avait aussi des activités commerciales. J'ai un chapitre sur les financements. Des activités commerciales, par exemple, elles s'achetaient des locaux qu'après elles louaient à des occasions pour des mariages, etc. D'autres, par exemple, celles qui travaillaient avec les handicapés, produisaient des petits produits manuels qu'ils vendaient pendant Noël. Donc, il y avait des activités diverses pour se financer, mais la plupart, c'était des tabarrouat, soit des membres permanents qui donnaient régulièrement, soit des collectes qui se faisaient à l'époque de Ramadan, les Eid, etc. Dans la rue, on distribuait des tickets, etc. Donc, surtout, c'était de l'autofinancement, quoi. Oui, surtout, il ne faut pas faire la confusion entre ce qu'on a appelé les flangos, le Syrian Trust for Development, et ces associations. C'est deux mondes différents, même s'il y a des va-et-vient entre les deux. Mais le Gongos ou le Flangos ont été créés pour récupérer l'argent de l'Union européenne. Ça a été créé par l'État. Mais les associations caritatives, ça remonte, c'est très ancien, même à l'époque ottomane. Il y avait les Waqf à l'origine, avant que le Waqf soit nationalisé. C'était le fondement de l'idée. Et les gens faisaient dans les limites du possible pour récolter de l'argent. Et surtout, ils ne pouvaient pas faire appel à des financements extérieurs. C'était très contrôlé par le ministère des Affaires sociales. Des Affaires sociales et des Affaires étrangères. Et les mukhabarat. Et des mukhabarat. Il y avait quelques associations qui réussissaient quand même à recevoir un peu des fonds étrangers. Par exemple, le Jamaïat al-Ansar, l'association de l'ancien mufti, Kaftarou, eux, ils obtenaient quelques dons. Mais bien sûr, c'était seulement quelques associations. Les autres, et même quand j'allais les visiter, ils avaient peur, en fait. Ils avaient peur toujours des étrangers parce qu'ils gardaient dans la mémoire les années 80, 90 où toute personne étrangère, tout financement étranger pouvait leur causer des problèmes. Après, parfois, il y avait des fonds extérieurs qui arrivaient par d'autres biais, par exemple des transferts bancaires sur l'un des membres de l'association qui après les transférait à l'association, mais c'était quand même une petite partie. Oui, il y a eu un afflux d'ONG étrangères, mais pas à l'intérieur de la Syrie. Les ONG étrangères qui travaillent et qui ont travaillé avec les Syriens travaillent au Liban et en Turquie. À l'intérieur de la Syrie, il y a au contraire les quelques organisations internationales qui étaient installées avant 2011. La plupart sont parties. Je pense qu'il y a moins de 10 qui sont restés. Après, peut-être, ils commencent à avoir un retour. Les ONG internationales commencent à se poser la question de retourner à Damas. Mais pour les moments, ce n'est pas le cas. Mais cette collaboration forcée des associations syriennes qui ont été fondées en exil ou qui ont été fondées en Syrie et après se sont retrouvées en exil, avec tous ces organismes internationaux et ONG internationales, ça a un impact énorme en fait. Déjà sur les types de projets qu'ils vont mener, sur les zones où ils vont travailler,
sur les vocabulaires qu'ils vont utiliser, sur l'apprentissage du vocabulaire des bailleurs de fonds, sur comment mettre en place des programmes, travailler pas sur des projets, des petits projets, mais des programmes avec un calendrier des 2-3 ans en fonction des financements qu'ils reçoivent, etc. Donc ça a eu un impact énorme. Je dois dire que les activistes que j'ai rencontrés qui travaillaient en Turquie, au Liban, sont incroyables. Ils ont appris vraiment à fonctionner très rapidement et ils ont monté des projets vraiment desquels je suis admirative. Mais tout ça, ça commence à disparaître parce qu'il y a de moins en moins des territoires où ces ONG liées à l'opposition, pas à l'opposition politique, mais qui sont opposés au régime, peuvent travailler et que les financements disparaissent petit à petit. Donc Gaziantep, qui était à une époque entre 2012-13 et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était un peu la capitale de l'opposition syrienne et la base de la plupart d'ONG syriennes en exil. Gaziantep est en train de s'évider et il y a des ONG syriennes qui doivent fermer. Et par ailleurs, ces activistes ont de plus en plus de problèmes pour avoir les permis, les iqama turcs ou libanaises, etc. Donc petit à petit, ça disparaît. Libanaises, ne parlons pas. Ils doivent quitter au plus vite. Ils travaillent tous de chez eux. Il y a un article ou une étude qui a été faite récemment par le travail des ONG syriennes au Liban à partir des appartements, pas des bureaux. Ils ne peuvent pas aller au bureau parce qu'ils se font arrêter. Ils ont peur de circuler. Ouais. Bon, il y a quand même au Liban, il y a Basmou Zeytouneh, qui est une grande ONG syrienne qui a été créée après 2011, qui travaille très bien à Shatila, qui a beaucoup de projets. Et bon, je ne sais pas si maintenant ils ont de plus en plus du mal. Mais... Moins en moins de fonctionnaires parce qu'ils partent tous. Il faut qu'ils travaillent sur la société libanaise. On leur impose de travailler sur la société libanaise pour leur permettre de travailler un petit peu sur les réfugiés syriens. Il est important aussi de dire que même les associations autorisées par le pouvoir, par le système sécuritocratique du pouvoir, notamment le Conseil norvégien des réfugiés qui est basé à Damas, qui a des bureaux à Alep. Les gens qui travaillent dedans, les Syriens qui travaillent dedans, ils sont convoqués presque d'une façon hebdomadaire par les services pour leur demander qui a fait quoi, qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous travaillez avec les étrangers alors vous êtes des agents, des espions pour les étrangers, pour avoir un climat de peur, malgré que cette association travaille vraiment étroitement avec le ministère des Affaires sociales. Ça donne des idées sur l'avenir de la vie associative en Syrie si les choses continuent de la manière. Non, malheureusement, je ne connais pas, parce que je me suis surtout focalisée sur les domaines humanitaires, en passant du caritatif à l'humanitaire. Donc, je n'ai pas suivi leur initiative. Je savais que Hallaj et Dardari s'étaient retrouvés à Beyrouth, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. Après, je serais assez sceptique du travail avec ce type de figures qui, en réalité... je me réfère surtout à Dardari, qui a été l'artifice, les créateurs de cette nouvelle économie, cette nouvelle gouvernance économique en Syrie, qui a eu les impacts que j'ai décrits, en fait. Et qui a travaillé main dans la main avec Bachar al-Assad, etc. Donc, j'ai du mal à voir comment il pourrait vraiment travailler dans le sens d'une justice transitionnelle, etc., en dehors d'un travail avec les régimes. Je peux témoigner parce que j'ai été invité à ces réunions au début. Il y avait 30 personnes dans la salle, 3 qui représentaient l'opposition et 27 qui représentaient les services d'enseignement. Et le débat, c'était un débat de dialogue de sourds. Et quand tu évoques la justice transitionnelle, c'est-à-dire comment il faut juger
les terroristes. Quand il évoque la Constitution, le débat tournait autour de la belle Constitution qu'on a en Syrie, qu'on doit exporter au monde entier, même à la France. C'était vraiment kafkaïen. Bien entendu, moi j'ai été associé à ces rencontres après le départ de Dardari, parce que avec la présence de Dardari, c'était impossible pour moi d'y être, par principe. Mais après, moi j'ai cru un petit peu à l'ONU, au rôle de l'ONU, mais j'ai découvert que l'ESCOA, c'est, comme tu le sais Renaud, c'est quelque chose qui représente les États. Et c'est les Syriens qui ont décidé qui doit être là, qui ne doit pas être là. Et ils n'ont laissé que 3 places à la direction de l'ESCOA pour pouvoir amener des gens, pour donner un peu de crédibilité à ce débat. C'était un dialogue de sourds. D'après ce que tu décris, c'est les mêmes mécanismes des années 2000 avec les trusts, etc., quoi. C'est encore pire parce que c'est dans une période de guerre. Et se retrouver dans l'ascenseur de l'ESCOA avec un représentant du régime qui se définit comme directeur des ports de Tartous, ça te fait froid dans le dos. Et tu as envie que l'ascenseur s'ouvre au plus vite. Les Syriens que je connais à Gaziantep, comme ils peuvent de moins en moins travailler en Syrie, se retournent vers la Turquie pour travailler en Turquie avec les réfugiés syriens. Au Liban, et ils travaillent surtout avec les réfugiés syriens, aussi en collaboration avec les communautés hôtes pour ne pas créer des dynamiques négatives, etc. En Jordanie, il y a quand même pas mal d'initiatives aussi avec les réfugiés. Ici, en France, vous savez mieux que moi qu'il y a eu quand même pas mal d'associations qui ont été créées. Là, et même en Allemagne, il y a beaucoup aussi dans des domaines très divers, la culture, etc. La question qui se pose est qu'est-ce qu'elles vont devenir, toutes ces associations, d'ici 2-3 ans, lorsque les financements disparaîtront vraiment. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai vu en 2 ans la transformation totale des associations à Gaziantep. Beaucoup ont fermé, beaucoup d'autres bancs fermés. Et dans 2-3 ans, je pense qu'il y aura très peu d'associations qui resteront en fait. Il y a des associations maintenant à Istanbul qui ferment et qui se déplacent vers l'Europe, en sachant qu'en Europe, il n'y a pas d'argent. Ils vont fermer tôt ou tard. Je ne vais pas les nommer, mais je suis le cas de plusieurs associations qui faisaient un travail énorme, que ce soit au sein des réfugiés syriens en Turquie ou même en Syrie, dans les zones dites libérées, dans le nord. Maintenant, ils ne peuvent plus travailler. Ils doivent... et à partir de l'année prochaine, la situation va être pire encore. En janvier prochain, la Turquie va renforcer les interdictions et les restrictions sur les Syriens résidant en Turquie. Quand j'étais en mai en Turquie, les acteurs que j'ai rencontrés essayaient de convaincre les bailleurs de fonds de continuer à financer des projets à Idlib, parce qu'il y a beaucoup de projets dans des domaines très divers, par exemple la violence faite aux femmes. Vraiment, il y a des choses super intéressantes qui se passent et qui ont vu leur financement stoppé comme ça du jour au lendemain. Donc, ils essayaient de faire un peu de lobbying pour convaincre les bailleurs, mais sans beaucoup de succès. Alors que dans les domaines médicaux, apparemment, les associations pouvaient travailler et continuer à recevoir quelques fonds. SAMS, par exemple, travaillait encore à Idlib et recevait encore certains fonds, mais bon, c'était... Voilà. Mais elle s'est dirigée surtout vers... leur projet s'est dirigé surtout vers la zone contrôlée par les autorités turques. Or, depuis l'intervention turque
d'après l'été, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces régions-là et avec ces associations-là, sachant que, comme vous le savez, j'imagine, entrer dans ces territoires contrôlés par la Turquie aujourd'hui dépend du vouloir des autorités turques. Donc, ce n'est plus vraiment une affaire des Syriens. Et pouvoir lancer une initiative, ça, il faut obtenir l'approbation des Turcs, etc., etc. Et il faut surtout ne pas travailler avec les Kurdes, pour que les Turcs vous autorisent à travailler dans la zone contrôlée par les Turcs, ce qui empêche le travail humanitaire réel de toutes les associations. Mais moi, j'ajouterais une chose, que quand l'Europe a décidé d'arrêter le financement des associations qui travaillaient dans la zone sous prétexte qu'elle a été contrôlée par Hayat Tahrir al-Sham, c'était presque un soutien à Hayat Tahrir al-Sham pour mieux contrôler la société. Parce que c'était une façon ou une autre de continuer à résister. S'il y avait cette vie associative au sein de ces sociétés contrôlées par ces islamistes radicaux, ils auraient pu peut-être résister au niveau éducatif, au niveau, à tous les niveaux. Mais les abandonner aux seuls islamistes radicaux, c'est presque être complice de ces mêmes islamistes radicaux. Et ce sont des alliés objectifs, je les appelle. Ce sont des alliés objectifs et malheureusement, ils se retrouvent sur la scène syrienne dans plusieurs endroits, pas seulement dans le nord. Il y a des alliés objectifs au niveau du pouvoir, au niveau de l'opposition, au niveau de l'alliance entre ce qu'on appelle l'armée dite nationale syrienne avec les Turcs, l'armée turque. Ce n'est pas du tout une alliance dans le but de libérer quoi que ce soit ou de défendre quoi que ce soit. Mais bon, la Syrie est devenue un pays occupé par les Nations Unies presque, mais par les États des Nations Unies, pas par l'organisation elle-même. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais il faut pas nier non plus que ces associations avaient des difficultés pour travailler encore à Idlib et à s'entendre avec Hayat Tahrir al-Sham. Ils étaient parfois, leurs locaux étaient attaqués, etc. Donc il y avait des détournements d'argent et tout, des négociations difficiles à mettre en œuvre. Je sais que dans les domaines médicaux, comme il n'y avait pas des hôpitaux publics, etc., on laissait travailler, mais dans d'autres domaines, Hayat Tahrir al-Sham était vraiment très en mode répression. Mais ça n'empêche pas que je suis d'accord sur ce que tu as dit. Merci. Sur la question du retrait, de la décharge, il y a toute une partie du livre qui traite de ça. C'est un peu peut-être ennuyant pour les gens qui sont ici, donc je ne vais pas m'attarder. Mais en fait, il y avait tout un débat sur est-ce que c'était vraiment un retrait de l'État ou un redéploiement de l'État. Moi, je défends plutôt l'idée d'un redéploiement de l'État parce que même si... et donc avec cette idée de décharge, parce que même si il y a des associations caritatives et parfois des acteurs privés qui prennent en charge certaines institutions, certaines activités, certains domaines, etc., l'État continue de contrôler, continue d'être celui qui légifère, continue d'être celui qui donne les autorisations, qui retire les autorisations, donc peut-être un retrait dans les domaines sociaux, oui, mais pas un retrait de l'État de manière générale. Et moi, je suis plutôt dans l'idée de ces redéploiements, c'est-à-dire l'État, sous Bachar al-Assad, il se réorganise, il se retire dans certains domaines, il intervient dans des nouveaux domaines, il intervient d'une nouvelle manière, alors qu'avant 2000, c'est plutôt vraiment un contrôle... même en amont, avant que les associations se créent, etc., on les interdit, on ne les laisse pas travailler. Avec Bachar, on les laisse travailler et quand elles franchissent les lignes rouges, on va les réprimer, on dissout les conseils d'administration, on met parfois certaines personnalités en prison, etc., etc.
Donc, c'est plutôt cette idée de redéploiement qui me semble plus appropriée. Après, sur les rôles de la société civile dans les processus politiques, bah déjà, qui est optimiste par rapport au processus politique? Tout court. Donc, même les organes politiques de l'opposition ont été complètement marginalisés, finalement délégitimés, décrédibilisés, etc. Et la société civile, malheureusement, en fait, elle ne peut pas vraiment jouer un rôle parce qu'il n'y a pas vraiment ces dialogues politiques est voué à l'échec. Donc, elles sont vraiment dans une situation très compliquée parce que quelle marge de manœuvre elles ont. Et j'ajouterais que les Nations Unies, en organisant les dialogues, les discussions de Genève, ils ont voulu effacer tout rôle politique de la société civile en la séparant de l'opposition. Parce que quand on dit société civile dans n'importe quel pays, le principe de la société civile, ce sont des gens qui croient à la démocratie, qui croient aux droits de l'homme. C'est-à-dire, ils doivent être de l'autre côté, pas du côté neutre. Les Nations Unies ont voulu proposer une société civile neutre, en mélangeant des agents des services de renseignement avec des gens de la vraie société civile syrienne. Comme ça, ils ont dilué la question, et c'est le rôle des Nations Unies depuis le début de la crise syrienne. Et ça ne t'étonne pas, cher Renaud, connaissant le système de l'intérieur. Ah oui, complètement. Elles les font aujourd'hui et les feront demain, même sans financement, d'une autre manière. Je suis tout à fait d'accord. Justement, de continuer à tenir les gens ensemble, à se découvrir, à encore avoir ces sentiments d'attachement à la Syrie. Hein, quand on parle d'enfants, par exemple, d'enfants réfugiés qui, par exemple en Turquie, parlent de moins en moins syriens, qui n'ont jamais connu la Syrie. Ces associations, en fait, maintiennent vive la Syrie et maintiennent aussi vivante un peu les idéaux révolutionnaires dans certains cas. Donc oui, mais après, quelle forme ça va prendre demain, après-demain, lorsque les associations proprement dites disparaîtront? Parce que aussi, il faut savoir que ces associations soutiennent des populations, mais elles soutiennent aussi les gens qui y travaillent, qui sont des activistes qui ont participé directement à la révolution et qui vivent de ça aujourd'hui, qui se sont professionnalisés et qui ont des statuts juridiques très précaires. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux qui ont acquis toutes ces compétences et ces savoir-faire? Je ne sais pas. Les souterrains à l'intérieur de la Syrie, c'est un débat qui se pose peut-être chez vous aussi. Est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on travaille dans les zones contrôlées par le régime? Les réponses ne sont pas... Oui, c'est très compliqué et les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent de toute façon, il faut faire face à la réalité. Les organismes internationaux vont retourner à Damas. Si on veut travailler, si on veut faire quelque chose, si on veut vraiment aider la population, il faut retourner à Damas. Il y en a d'autres, la plupart, qui disent on ne pourra jamais travailler en Syrie avec les régimes. De toute façon, on se fera arrêter. Donc, il n'est pas question. Et en parallèle, il y a cette question du souterrain. Mais quand on est souterrain en Syrie, on ne peut pas vraiment obtenir des financements étrangers. Donc, c'est compliqué, en fait. C'est les organisations qui sont en Syrie, dans les zones gouvernementales, ce sont les organisations qui sont proches du régime, qui ont une visibilité, qui obtiennent tous ces financements. Donc oui, peut-être de façon souterraine avec des financements liés à la diaspora, mais les financements liés à la diaspora, qui étaient au début, après 2011, 2012, 2013, étaient très forts dans les budgets de ces associations. Petit à petit, cette partie du budget a diminué face au financement des grosses ONG internationales. Merci Laura pour cette soirée magnifique.